Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cette semaine, je vous parle, suite à ma rencontre, ma conférence hier, sur les produits Hewlett Packard Enterprise, HPE, qui ont annoncé récemment une entente avec NVIDIA pour pouvoir utiliser leur carte GPU dans leur serveur, évidemment, pour tout ce qui est besoin en intelligence artificielle et autres types de calculs de recherche à haut volume. Donc, Hewlett Packard, pour ceux qui ne savent pas d'où vient HPE, j'ai un petit retour en arrière. Et c'était la compagnie Compaq. Compaq, à l'origine, Tous ceux qui ont eu des ordinateurs quand ils étaient jeunes, c'était des compacts. Oui, c'est ça. C'était quand même du haut de gamme. C'était des stations de travail, des ordinateurs personnels quand même de haute qualité. Tant au niveau consommateur qu'au niveau entreprise. Ils avaient aussi toute la série de leurs serveurs. Bon, là, vous en voyez un à gauche, un de leurs serveurs, et ils en ont eu là, avec des racks, avec des disques. Ça, vous avez un exemple ici de rack de serveurs qui était de la ligne qui s'appelle ProLiant, qui est toujours une ligne qui existe. Et donc, Compaq... Et soit dit dans Patrice, il faut que je t'arrête. Oui. Ceux qui vont sur les marketplaces, là, oui. ça s'achète des vieux serveurs. Puis vous pouvez installer ça pour quelques centaines de piastres dans un garde-robe à la maison, tout le wirer, l'installer, et vous allez avoir une machine de fou pour transférer vos fichiers, servir de... Wow! Oui, c'est vraiment puissant comme type de machine. Donc, Compaq fabriquait des serveurs, des stations de travail, des ordinateurs, et en 2002, HP décide d'acheter Compaq. La transaction se fait, et de là, HP a rajouté une flèche à son arc qui était tout ce type d'équipement-là. HP avait déjà des serveurs Unix avec leur système d'exploitation HP UX. Avait déjà ce genre de système-là pour les entreprises, mais il lui manquait la partie Compaq. Et dans le temps, Compaq était uniquement Windows. C'était un partenaire de Microsoft. Ça roulait sur Windows. Moi, je me souviens, j'ai eu un gros projet avec Compaq et avec Microsoft et aussi Oracle comme base de données. On était la plus grosse base de données Oracle sur Windows NT au monde. Au moment où on a fait notre projet, il n'y avait pas de comparable. Il y a beaucoup de personnes mettant en doute la capacité d'Oracle de fonctionner efficacement sur ce genre de système d'exploitation-là et d'équipement-là. Et finalement, ça fonctionnait très bien. Là. Le temps de traitement était très raisonnable à un coût beaucoup moins élevé que ce que HP faisait sur Unix et des licences. Les licences d'Oracle étaient bien moins chères sur Windows NT dans le temps. Donc, ce que HPE a annoncé, c'est qu'eux, ils utilisent l'IA. Ils proposent des solutions pour l'IA dans 3 grands vecteurs, que ce soit les assistants virtuels, l'automatisation au niveau des entrepôts, des entreprises, et aussi toute la création de contenu et de produits pour être capable d'assister ces processus-là à l'intérieur des entreprises. Et leurs équipements est souvent utilisé dans ces cas-là. Donc, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'un des défis qu'ils ont, c'est qu'il faut refroidir ces équipements-là. Là. Ça génère énormément de chaleur, et surtout si on commence à rajouter des GPU à l'intérieur des racks. Ça nécessite énormément d'électricité, et il faut aussi être capable de gérer cette chaleur-là pour optimiser le traitement. Donc, dans le cas de centres de données, même d'entreprises, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de manufacturier, il y a des besoins de traitement de données qui sont importants. Le recours à l'IA en termes de valeur ajoutée au niveau des applications, donc ça demande du traitement. Les 4 grands types de façons de refroidir ce genre de serveur-là, c'est soit ce qu'on appelle l'air cooling, donc d'utiliser des fans, des ventilateurs pour être capable de réduire la chaleur à l'intérieur des racks. Le deuxième, c'est le liquid to air cooling. Le troisième, il l'appelle le 70% DLC. Et finalement, le 100% fanless DLC. Donc,
DLC pour C'est un liquide qu'on Direct baigne les Liquid serveurs Cooling, c'est ça. Ouais. Donc, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'au niveau de l'air cooling, il faut utiliser ce qu'ils appellent des heat sinks, là, d'être capable de le plus possible faire ventiler les processeurs, les pièces qui chauffent et d'avoir une circulation d'air qui est suffisante. Ça, c'est une des premières approches qu'on peut utiliser en termes de ventilation. La deuxième, c'est le liquid to air cooling. Donc, c'est comme un mélange des deux. C'est-à-dire que oui, il y a du liquide qui circule pour être capable de récupérer la chaleur. Et ce liquide-là va utiliser un flot d'air pour être capable de se refroidir. Comme les ordis souvent de gamers qu'on voit là, qui sont refroidis au liquide puis qu'il y a une fan qui refroidit le liquide un peu plus loin. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle le liquid to air cooling. La troisième méthode, qui est le 70% DLC, lui utilise un mix de fans et aussi de liquide, mais va avoir une plus grande prépondérance de liquide pour être capable de refroidir ces équipements-là. C'est disponible dans un certain nombre de ces équipements-là, des ProLiant. Et aussi les HPE Cray Systems. Si vous vous souvenez, Cray, dans le temps, là, on parle de mainframe, là, on parle de gros ordinateurs pour du traitement. On va voir ça souvent dans le domaine bancaire. Oui, dans le domaine bancaire, on voit ça. On va voir ça dans le domaine de l'aérospatial ou des domaines à très haut traitement de données. Et finalement, la quatrième façon, c'est la 100% DLC, donc du liquid cooling, sans nécessairement utiliser de fan. Dans ce cas-là, il y a une technologie particulière qui va nous permettre d'en arriver là. Et ce qu'il expliquait, c'est que dans le cas de ce système de refroidissement-là, ce n'est pas des petits systèmes. Là, on parle c'est des armoires avec des équipements. Remplis de liquide, là. Oui, puis qui circulent à l'intérieur des différentes racks, à l'intérieur des différentes sections des racks. Donc, on parle d'installations assez complexes là, qui nécessitent aussi un entretien qui est constant. Donc, vous avez ici un exemple comment le liquide se promène à travers les différentes étapes et les différents racks. Et ce qu'ils disent, c'est que quand on parle du air cooling, c'est sûr que le coût de refroidir n'est pas élevé, mais le nombre de CO2 que ça génère, c'est très, très élevé parce qu'on a besoin d'électricité, on a besoin de courant pour être capable de faire ça. Dans le cas des pays qui utilisent beaucoup le charbon. Les Américains sont presque tous au charbon, au nucléaire, whatever. Fait que ça nécessite énormément de CO2 de ce côté-là pour produire cette électricité-là. Dans le cas d'y aller à l'autre extrême, 100% fanless, là, donc juste en liquide, sans fan, évidemment, le coût est bien moins élevé en termes de refroidissement et l'empreinte écologique au niveau CO2 est beaucoup, beaucoup diminuée parce que, justement, on n'a pas besoin de toute cette énergie-là pour être capable de refroidir. Fait que ce qu'ils disent, c'est que finalement, oui, il y a un investissement à faire au niveau de ce genre ça coûte plus cher d'équipement, de tuyauterie et de toutes sortes d'affaires du genre. Là. Mais en contrepartie, ton coût électrique, ton coût total est beaucoup inférieur. Donc, ce qu'ils disent, c'est si vous avez à migrer des centres de services, des centres de données avec des serveurs, avec des nouvelles infrastructures, il faut repenser comment on va gérer ça parce que l'intelligence artificielle est différent, tout est différent aussi. Ben oui, puis l'intelligence artificielle fait en sorte que là, les applications vont changer. On ne peut pas dire, regarde, on rajoute ça dans ça, puis ça va se faire rapidement. Tu en profites pendant que c'est le temps. Ben oui, puis il faut que tu fasses ces migrations-là. Donc, il y a quand même des gains importants à faire au niveau financier. C'est la façon dont tu peux financer ce genre de projet-là, parce qu'évidemment, il y a des coûts plus élevés d'acquisition, d'installation et de maintenance, et c'est à prendre en compte dans ce processus-là. Donc, c'était ma présentation des produits de... Intéressant. Oui, c'est tout un pan de mur des solutions technologiques d'entreprise qu'on connaît moins, moi aussi que je connais moins, pour avoir travaillé dans les années 90 et 2000 dans des grands centres de données internes
on n'avait pas tout cet enjeu-là. Oui, on avait de la climatisation, on avait de la circulation d'air, mais ça se limitait Mais pas là, mal à ça. Là. Ouais, puis c'était les demandes en termes d'énergie puis de refroidissement n'étaient pas comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Là, on ne Non. parle pas de la même chose. Donc, c'était ma conclusion sur les systèmes de refroidissement pour les serveurs d'entreprise. J'espère que vous avez apprécié.